Des fictions sur la crise financière, en particulier sous la forme romanesque, on en connaissait. Mathieu Larnaudy avec ses effondrés, Gérard Mordillat et son Rouge dans la brume, ou encore Fabrice Imbert, l'auteur de La fortune de Sylla. De même que depuis 2008, nombre de films ont été tournés sur le capitalisme financier et ses dérives, mais des pièces de théâtre, on en recensait guère jusque-là, encore moins écrites par un économiste et en alexandrin, s'il vous plaît. C'est pourquoi la comédie sérieuse en 4 actes que propose Frédéric Lordon a particulièrement attiré notre attention. Comment lui, brillant directeur de recherche au CNRS, fin connaisseur des mécanismes financiers, auteur de plusieurs ouvrages passionnants sur la crise financière, en est-il venu à écrire une pièce entre tragédie classique et farce sinistre qui met en scène les principaux acteurs du monde politico-financier? Eh bien, nous allons lui demander comment il en est venu à parler de cette crise sous forme théâtrale, et pour discuter avec lui de la dramatisation au sens théâtral de l'économie et de l'actualité du monde, nous avons invité un metteur en scène qui, lui, s'empare de sujets géopolitiques pour les mettre en scène. Rencontre donc entre un économiste dramaturge et un metteur en scène intéressé par les questions d'actualité économique. Bonjour Frédéric Lordon. Bonjour. Vous êtes donc un brillant économiste, si. Oui, allez, disons-le à nouveau. C'est ça, rajoutez-en quelques caisses, vous avez raison. Donc l'auteur d'Un retournement l'autre, comédie sérieuse sur la crise financière publiée au Seuil. Une pièce de théâtre donc, qui a fait l'objet d'une lecture par Jacques Bonafé avec Denis Podalides, Patrice Bornand, Francis Leplay et Christian Benedetti. C'était le 7 mai dernier au 104 à Paris, dans le cadre de la 3e édition de Paris en toutes lettres. Il y aura peut-être des représentations à venir, vous nous le direz. Et puis donc, à vos côtés, Bruno Fressinet. Bonjour. Bonjour. Talentueux metteur en scène, j'ai essayé de trouver un autre adjectif, directeur de la compagnie La Transplanisphère. Vous menez depuis 2008 un projet artistique qui vise à l'appropriation des enjeux géopolitiques contemporains. Et après la période post-11 septembre sous l'angle des relations entre les leaders occidentaux, vous avez travaillé sur la diplomatie européenne. Vos projets pour 2011-2012, 2 projets, l'un sur la crise financière, le World Crisis Theatre en cours de production, et l'autre sur le thème de la mémoire collective. Alors d'un côté, un économiste qui se tourne vers le théâtre, de l'autre un metteur en scène qui prend à bras-le-corps des questions d'actualité économique. Est-ce que pour vous deux, il s'agit d'abord de vous attaquer par la satire, ou en l'occurrence par une sottise, à ce qui semble inattaquable, un peu à la manière de certains romanciers? Je pense à Yegor Gran sur l'écologie, ou encore à Jean-Pierre Ostende plus récemment sur le monde de l'entreprise. Est-ce que c'est ça, avant tout, qui vous a motivé, Frédéric Lordon? Alors, est-ce que c'était au départ du passage à l'acte? J'en suis pas tout à fait certain, mais en tout cas, ça se trouve à l'arrivée, ça c'est sûr. Parce que, en effet, moi, depuis 4 ans, si vous voulez, j'assiste médusé au déploiement du scandale. On a affaire à un corps de doctrine qui aurait dû passer aux poubelles de l'histoire depuis très très longtemps déjà. Et non seulement il s'avère inoxydable, ce qui déjà est en soi une performance remarquable, mais il semble tirer un supplément de force de ses échecs successifs. Et alors là, moi personnellement, ça me scie. Donc au début, j'ai commencé à me battre avec mes armes habituelles, celle de l'analyse économique. Alors évidemment, l'analyse économique est hétérodoxe, avec un certain point de vue, qui n'est pas celui du corps majoritaire de la profession, etc. etc. Avec les armes de la critique rationnelle, donc. Et force a été de constater que ces armes-là étaient absolument impotentes. Je veux dire, donc il faut poursuivre l'entreprise, mais par d'autres moyens. Et tous les moyens sont bons, c'est ça la vérité. Hein. Donc il faut faire feu de tout bois. Alors, moi c'était très inattendu pour moi-même de me retrouver à écrire cette chose-là. Et pour tout vous dire, il a fallu que je parvienne à vaincre quelques robustes autocensures, parce que j'ai un respect pascalien de la séparation des ordres. Donc, les intellectuels ou les chercheurs dans leur coin, les dramaturges ou les écrivains dans le leur, etc. Et les passages de frontières sont pas évidents. Et en général, ça sue la prétention, etc. C'est l'une des raisons, d'ailleurs, on y viendra peut-être plus tard, pour lesquelles j'ai choisi cette forme de l'alexandrin, d'ailleurs. Et contribuant là où je peux et comme je peux, j'observe dans les autres secteurs de la création artistique comme une légère effervescence, et ça me plaît beaucoup. Donc je vois des secteurs après secteur s'emparer de cette question de la crise, des documentaristes, des hommes de théâtre, des plasticiens, des dessinateurs, des gens qui font de la bande dessinée, etc. Et je me dis que rien n'est de trop, parce que la bête est une sacrée vieille carne. Bruno Fressinet.
Bah oui, peut-être que ce serait bien de préciser la pièce que vous avez écrite, parce que c'est vraiment très singulier. Moi, je suis totalement épaté par votre travail, parce que donc Frédéric Lordon a réussi à écrire une pièce donc qui décrit la période de grosso modo de la crise financière et des mois qui l'ont suivi sous l'angle des principaux politiques français, enfin principalement Nicolas Sarkozy, et puis également sa relation avec les banquiers et avec ses conseillers aussi, ces fameux conseillers qui grouillaient à l'Élysée. Et donc il a réussi à prendre à bras le corps une chose qui s'est passée historiquement récemment pour en faire une pièce. Ce qui est très encore assez rare en fait en France. C'est une chose qu'on fait beaucoup dans le théâtre anglo-saxon, que moi j'admire beaucoup pour ça, pour cette capacité à réagir comme ça très vite à des sujets d'actualité. Nous, on est souvent habitués à utiliser je dirais le truchement de pièces classiques ou plus anciennes pour dire regardez comme ce texte-là résonne aujourd'hui, et regardez comme Richard III ou Henri V pourrait être voilà. On prend plus souvent du Shakespeare pour faire ça, mais pas seulement bien sûr. Et là, Frédéric Lordon réussit à vraiment attaquer frontalement le sujet, ce qui est, moi, je trouve, une démarche, je dirais, enfin, vous n'êtes pas le seul à le faire, mais c'est vrai que, comme vous le disiez, il y a une sorte de frémissement en ce moment pour s'approprier ces questions-là, et le théâtre s'ouvre à cette dimension, et c'est sans doute très salutaire. C'est pour les raisons pour lesquelles vous allez donc vers des textes beaucoup plus contemporains pour éviter d'avoir à sortir ce fameux prétexte de la contemporanéité des textes anciens. Oui, puis parce que bon, c'est aussi une envie d'attaquer les sujets frontalement. Voilà, essayer d'éviter, voilà, même si c'est tentant de passer par une transposition, par des décalages. Ça dépend après des sujets, hein. Mais c'est vrai que dans un travail précédent que j'ai fait au Théâtre des Amandiers à Nanterre avec William Nadilam, Stuff Happens, qui était une pièce qui traitait de la question du 11 septembre à l'Irak, avec George Bush qui était sur scène, avec toute son administration, avec Tony Blair aussi, et puis Dominique de Villepin. Voilà, on avait savouré cette chose de s'attaquer frontalement à un sujet par un mélange de fiction et de réalité. Et en fait, Frédéric Lordon a fait également cette chose-là dans sa dernière pièce. Enfin, sa première pièce, non? C'est votre première pièce? Oui, c'est la première pièce. Peut-être pas la dernière, mais la première. J'ai peur que ce soit la dernière également, mais enfin, on ne sait jamais. Hein. Pour vous, Frédéric Lordon, en tout cas, donc c'est une façon de faire entendre une analyse à un public beaucoup plus large. Est-ce que c'était aussi une manière pour vous d'évacuer une certaine colère? Parce qu'on sent à la lecture de la pièce qu'il y a de la colère derrière. Ah oui, non, mais moi je suis, effectivement, ça fait un paquet d'années que je suis comme une cocotte minute, et si on passe trop près, on est menacé de prendre une soupape dans l'œil. Et alors je le fais de toutes les manières possibles. Évidemment, le style ou les contraintes du style corseté de la publication académique rendent difficile de faire passer tout ça. Alors il faut prendre des voies de traverse. Il y en a, hein, heureusement. Donc il y a les interventions, il y a quelques interventions dans les médias, il y a quelques espaces. Hein. Moi j'aime bien. Je sais ça ne se fait pas, mais je vais parler d'une autre station que la vôtre. Bon, j'adore passer. Ça dépend laquelle. Oui, non, on reste dans la maison. J'adore passer quand ils m'invitent chez Mermet à Inter, parce que voilà, on peut dire les choses en se lâchant un petit peu plus. Et très honnêtement, ça fait pas de mal. Je veux dire, moi, ça me soulage la bile aussi. Oui, les articles dans le Monde Diplo, ça aide à ça aussi. Et cette pièce également avait cette fonction, avait cette fonction légèrement cathartique. À la fin de votre pièce de théâtre, Frédéric Lordon, vous avez un post-scriptum sur la surréalisation de la crise, dans lequel vous écrivez que c'est l'art qui dispose constitutivement de tous les moyens d'affecter, parce qu'il s'adresse d'abord, écrivez-vous, au corps, auquel il propose immédiatement des affections, des images et des sons. Alors je m'adresse au metteur en scène que vous êtes, Bruno Fraissinet, pour vous poser cette question de l'importance de la mise en fiction d'abord, mais sur scène ensuite, pour la même raison. Est-ce que c'est parce que ça touche directement l'essence et que vous pouvez véhiculer des idées, mais autrement, parce que vous atteignez directement au cœur finalement du public auquel vous vous adressez? Est-ce que c'est une prédisposition artistique et théâtrale? C'est vrai qu'on espère atteindre le cœur du public, et puis on espère faire vibrer le public sur un sujet qui d'habitude peut créer essentiellement un sentiment de grande solitude ou de grande injustice solitaire, alors que là, grâce au théâtre, on a la possibilité de créer un moment de rencontre, un moment pour regarder ensemble quelque chose et essayer soit de réagir, soit de s'indigner, soit de se révolter. Donc ça, c'est une chose qui est assez unique, même par rapport à
Je pense à des débats qu'on peut trouver à la télévision ou à la radio, où on est quand même chacun chez soi pour entendre ça et pester dans sa cuisine. Là, c'est vrai qu'on a la possibilité de le faire tous ensemble et de sortir du spectacle pour poursuivre la discussion. Je vous pose cette question parce que on peut vous retourner la question, Frédéric Lordon, de pourquoi vous avez choisi cette forme théâtrale plutôt qu'une autre forme, par exemple la forme romanesque. Ce que vous dites de la grande liberté et de ce désir de passer par une forme de fiction parce que vos études scientifiques n'atteignaient pas leur but, si je puis dire, on la retrouve dans la bouche, par exemple, d'un Gérard Mordillat qui dit le roman est le dernier véritable espace de liberté parce que du côté du cinéma ou de la télévision, quoi qu'on fasse, on est bridé par le mur de l'argent et sans parler des grands médias qui sont eux-mêmes touchés par la dépendance à l'égard des grandes forces financières. Pourquoi pas un roman ? Oui, mais c'est une question que je me suis posée en toute généralité. Alors pas forcément à mon propos, mais j'attends je guette les romans et les grandes œuvres littéraires de la crise. Pour ce qui me concerne, j'en reviens à la question préjudicielle, celle du respect de la différence, celle du respect pascalien de la différence des ordres. Et vous trouverez peut-être ça idiot ou déplacé, mais je me fais une si haute idée de la littérature que l'idée d'entrer dans ce champ là moi-même me terrifie un peu. Si vous voulez, je crois qu'il n'y a rien de pire que l'apprenti romancier qui est le naïf par excellence, hein, le type qui connaît pas un certain champ et qui pénètre d'un coup en pensant qu'il va faire des étincelles. Et les naïfs en général, c'est un peu tragique. Donc il y a un douanier Rousseau, mais voilà, de temps en temps, mais c'est rarissime. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai choisi l'Alexandrin, parce que si vous voulez, c'était une forme si classique, si établie, qui enferme déjà en elle-même sa créativité propre et qui me dispensait, pour ainsi dire, de tout effort, c'est-à-dire de toute prétention en cette matière. Et vous me donnez très gentiment du dramaturge au début de cette émission, et je dois vous dire que ça me fait toujours un peu drôle quand même, parce que je crains que la bine soit un peu vaste, donc j'ai un peu de mal à l'endosser. Alors je sais bien que, techniquement parlant, j'ai écrit un truc qui s'appelle une pièce, il y a des vers... Une comédie sérieuse, même, une comédie sérieuse, hein, voilà. Donc formellement parlant, j'y suis. Mais c'est pas si simple quand même. Donc les Alexandrins, ça transformait la pratique de l'écriture en exercice de style. Voilà, c'était une forme de neutralisation dans laquelle j'ai trouvé un certain confort. On est dans la contrainte créatrice, chère notamment à l'Oulipo. C'est-à-dire que c'était plus facile finalement pour vous de d'écrire en alexandrin. Est-ce que ça donnait aussi peut-être une dimension supplémentaire, à votre avis, à la pièce ? Ah oui, ça je le crois. Parce qu'effectivement, là, il s'agissait également de mobiliser tous les effets d'anachronisme et de télescopage de l'alexandrin. Bon, je veux dire, moi, ça me fait rire, hein, l'alexandrin. Je veux dire, même l'alexandrin racinien. Vous avez ri en écrivant. Non, mais écoutez, ça va paraître bouffon, mais j'ai pris un bon moment, hein, en effet. Et finalement, si on cherche le principe directeur de toute cette affaire, c'était sans doute le principe de plaisir. Donc l'alexandrin racinien me fait rire. Et alors, effectivement, organiser ce télescopage entre cette forme très grand siècle, supposée véhiculer les plus élevés des sentiments moraux, et les misérables bassesses crapoteuses de la finance, c'était un exercice qui, en soi, me plaisait beaucoup. Alors, comment vous y êtes-vous pris, Frédéric Lordon ? Par exemple, quel caractère avez-vous assigné à vos personnages, dont je vais dresser la liste, puisque c'est évidemment comme une pièce de théâtre énumérée au début de votre livre. Le président de ils sont 13. Le président de la République, le Premier ministre, le premier conseiller, le deuxième conseiller, le nouveau deuxième conseiller, le troisième conseiller, le banquier, 4 autres banquiers, ils sont un peu plus que 4, le gouverneur de la Banque centrale, le fondé de pouvoir, le trader, le grand journaliste et enfin l'huissier. Comment avez-vous défini vos personnages ? À partir de quel caractère, donc, encore une fois ? Eh bien, précisément, vous voyez que le nom même assigné à ces personnages atteste qu'ils n'ont pas de caractère. Et c'était ça le but de la manœuvre. C'était non pas de faire un théâtre qui sonde les tréfonds de l'âme ou les émois intérieurs des sujets ou qui disent des choses extraordinaires profondes sur la condition humaine, mais c'était de produire un théâtre qui figure des forces. Alors là, pour le coup, c'est peut-être le côté un peu spinoziste qui imprègne cette affaire. C'est un théâtre qui, à sa façon, relève d'une forme d'anti-humanisme théorique. Les sujets en eux-mêmes ne sont pas libres et ils ne sont pas intéressants finalement. Ils ne valent que pour la fonction qu'ils incarnent. Ce sont des types, ce sont des archétypes. Et ces sujets-là ne font pas autre chose que parler les forces qui s'emparent d'eux. Donc ce sont des génériques qui sont jetés dans le plan de force, dans le plan du champ de force. Et d'une certaine manière,
manière, alors m'a-t-on dit, car j'étais fort inculte en cette matière, c'est là une conception du théâtre qui pourrait s'assimiler à la poétique d'Aristote. Alors, je dois dire que ça m'incitera à lire davantage sur le sujet, donc je parle sous toute réserve, mais en tout état de cause, voilà ce qu'on peut dire. Et là, pour le coup, je peux le revendiquer d'une certaine manière, et même avec force. C'est un théâtre qui n'a pas de profondeur. C'est un théâtre superficiel. C'est un théâtre de monstration du jeu des forces. On a envie d'entendre la réaction du maître metteur en scène Bruno Fraissinet. Ça semble particulièrement adapté parce que c'est vrai que quand on voit le jeu de rapport de force dans le système financier actuel, on a l'impression qu'il y a pas de profondeur de réflexion sur l'état de la société ou l'état du monde. On n'est que sur des personnes qui sont dans un rapport soit de pouvoir, soit de quête d'argent et qui creusent dans cette direction-là. Et donc, c'est vrai qu'on a parfois l'impression d'une meute de politiques ou d'économistes, enfin pas d'économistes, pardon, d'opérateurs économiques, de financiers qui foncent sans réfléchir dans le mur. Donc ce qui explique peut-être les difficultés à faire incarner ces personnages-là par la fiction. Oui, d'une certaine façon. Enfin, dans les romans, on a parfois cette dimension où, justement par la pensée intérieure des personnages expriment des regrets ou des doutes ou des sentiments d'un seul coup de culpabilité et tout ça. Mais c'est vrai que dans ce que nous on en perçoit publiquement, on a l'impression que personne n'a envie de réfléchir là-dessus, enfin, à part ceux qui ne sont pas dans le système et qui le regardent. Mais ce que j'avais en vue en parlant d'un théâtre sans profondeur est légèrement différent. Je voulais dire par là que c'est pas un théâtre de l'intériorité, c'est un théâtre de l'extériorité. Parce qu'après tout, écoutez, il faut faire crédit aux banquiers, aux traders de partager, comme dirait Spinoza, cette nature humaine qui est une et commune à tous. Donc ces gens-là, sans doute, peuvent avoir de temps en temps des états d'âme, ou ne pas en avoir d'ailleurs. Et ça pourrait être aussi un exercice intéressant de s'y pencher du point de vue de la création littéraire. Alors vous avez cité le roman de Mathieu Larnaudy de ce point de vue, qui effectivement... Les Effondrés. Voilà, Les Effondrés, qui donne quelques coups de sonde dans cette direction. Bon, je me suis laissé dire que il y avait des opérateurs dans les salles de marché qui font leur travail mais n'en pensent pas moins. Bon, et ça m'intéresse toujours énormément, si vous voulez, c'est de voir, sans doute sont-ils minoritaires, c'est certain, mais de voir comment dans les strates même de la domination, il y a tout de même des gens chez qui passe parfois l'ombre d'un doute. L'ombre d'un doute, on peut effectivement la lire dans la bouche de banquiers, dans votre pièce de théâtre. Certains banquiers ont conscience de leurs fautes. Il y en a un qui dit à un moment, cette vague qui enfle et va nous chavirer, pardon, l'alexandrin est important, donc je le dis correctement. Cette vague qui enfle, qui va nous chavirer, elle ne vient que de nous. Tous, nous l'avons créé. Alors là, c'est pas tellement la profondeur de son âme qui parle que son intelligence analytique. Car au moins, c'est un banquier qui se rend compte des processus qui sont à l'œuvre. Et il y en a. D'ailleurs, c'est pour ça que les forces de la finance sont parfois terribles. Vous pouvez très bien avoir des opérateurs de la finance qui se rendent compte que tous collectivement sont pris dans une dynamique spéculative qui est aberrante, qui nourrit une bulle laquelle est insoutenable. Et pourtant... Cependant, ils n'ont pas les moyens de s'en abstraire et de faire un pas de côté, car les forces de la concurrence les poussent à les rejoindre, quoi qu'ils en aient. Et c'est ça qui est assez terrible. Donc alors ce banquier, effectivement, a un moment de lucidité, quoi. Mais c'est vite passé. Ce banquier, c'est un des 13 personnages. Il en manque, me semble-t-il, un 14e, Frédéric Lordon. Où est l'économiste? Vous n'avez pas voulu vous faire de... Ah non, l'économiste est dans la bouche, dans la tête des conseillers du président successif, en particulier le deuxième conseiller. Moi, j'aurais bien aimé avoir un Frédéric Lordon ou un de ses collègues qui ont quand même aussi œuvré peut-être à expliquer la crise. On a le journaliste, vous en prenez au journaliste, mais pourquoi pas aux économistes directement? Oui, alors vous avez raison. Vous avez raison et je ne vous cache pas que c'est un regret. Évidemment, quand on dit l'économiste, là aussi, on se réfugie derrière un générique qui est problématique, puisque la catégorie des économistes n'est pas homogène. Elle n'est pas tout d'un bloc, elle n'est pas monolithique. Et des économistes, il y en a eu de toutes sortes. Il faut bien dire que la majorité de la profession n'a pas cessé de crier hurrah pendant les 20 dernières années, et que plus on déréglementait, plus c'était merveilleux. Bon, il y a quelques mohicans qui osaient dire, depuis le fin fond de leur réserve, qu'attention, il se pourrait que ça se termine mal également. Et ceux-là, on ne les a pas trop entendus. On les entend pas beaucoup plus, d'ailleurs, maintenant. C'est ça la chose assez drôle, par parenthèse. Mais enfin, voilà. Alors, finalement, l'économiste hétérodoxe, il figure par l'intermédiaire, comme l'a dit Caroline Drouet, du deuxième conseiller. C'est lui la voix de la critique. Il me fallait ce subterfuge pour essayer d'organiser le choc irréconciliable de thèses et de visions du monde qui sont absolument contradictoires et qui ne se produit nulle part dans le monde réel. Bon, et je veux dire, il y a bien les économistes hétérodoxes et le conseil scientifique d'attaque, mais ils sont dans leur coin. Mais en effet,
moi, j'aurais voulu figurer dans une scène particulière, mais pas seulement les économistes, les experts en peau de lapin et toute la piétaille éditorialiste qui a chanté les laudes du système pendant tant d'années. Et le fait est que lorsque j'avais écrit, la numérotation commençait par acte 1, scène 2. Bon, j'avais dû terminer en vitesse, et je ne sais pas pourquoi j'avais commencé comme ça, et j'avais réservé à plus tard d'écrire une scène 1 qui raconterait tout ça. Et puis finalement, on m'a dit, mais on entre très bien en matière comme ça, la pièce est déjà assez longue, il est préférable que tu t'abstiennes. Et je m'en suis tenu là, parce qu'en effet, si j'avais voulu dire tout ce que j'avais envie de dire là-dedans, ça aurait plus été une pièce, ça aurait été une thèse. Donc, il fallait s'arrêter un moment. Alors, mais j'en ai eu l'idée, hein, ça je vous assure. 13 personnages dans votre pièce, d'un retournement l'autre, comédie sérieuse sur la crise financière en 4 actes et en alexandrin, Frédéric Lordon. 22 personnages dans la pièce qui a inspiré votre projet, Bruno Fraissinet. 22 personnages qui sont autant de personnalités publiques, à nouveau businessmen, hauts fonctionnaires, politiques, économistes, journalistes. On retrouve donc la similarité entre vos deux projets, on va dire, théâtraux. Vous êtes donc inspiré d'une pièce d'un dramaturge anglais, David Hare, qui a fait The Power of Yes. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer de quoi retourner cette pièce ? Oui, c'est une commande du Théâtre national anglais à Londres qui a demandé à David Hare d'écrire sur le sujet de la crise financière. Et David Hare, en plein dans la crise, hein, c'était quelques mois après la crise, et David Hare s'est retrouvé dans une sorte de grand embarras. Il avait déjà écrit en fait dans ce genre de circonstances en fictionnalisant une situation historique, notamment donc sur la guerre d'Irak, sur le processus qui menait à la guerre d'Irak. Mais là, alors j'en ai pas parlé aussi précisément avec lui, mais en tout cas, on constate qu'à l'arrivée, il a détourné un peu le projet initial, non pas créer une fiction, mais créer une sorte de théâtre documentaire, en fait, qui compilait, rassemblait toute son enquête de Candide, découvrant le monde financier, la façon dont ce monde, depuis Margaret Thatcher jusqu'à Gordon Brown, avait réussi à complètement se transformer, à transformer l'Angleterre. Parce que là aussi, il s'est vraiment mis du point de vue anglais. C'était une pièce qui s'adressait beaucoup au public anglais à ce moment-là. Et donc, il a fait toute une série de rencontres et son écriture... Avec qui ? Justement, avec ses financiers, ses banquiers, mais aussi des personnes de la société civile ou des gens un peu emblématiques comme George Soros, par exemple, qui sont des figures à mi-chemin entre le pire de la finance et puis la finance reconvertie et en quelque sorte rachetée par un travail, une action visant plutôt vers la culture, enfin voilà, comme le font parfois les anglo-saxons, même si George Soros n'est pas anglais, bien sûr, mais en tout cas, voilà, il a rencontré toutes sortes d'acteurs de cette tragédie, en quelque sorte. Et au travers d'une succession de rencontres, il a orchestré ça pour en faire une pièce dans laquelle il s'est mis en personnage Candide au centre de la pièce. Donc il y a un personnage dans The Power of Yes qui est l'auteur et qui parcourt comme ça le monde. Et au départ, il a ce mot assez amusant où il dit, quand la première personne qui est là pour l'accompagner lui demande mais où mettez-vous votre argent, il dit à la poste. Et donc c'est une façon pour lui de dire voilà, je n'ai jamais eu accès ou je me suis jamais posé la question de la spéculation et de comment rentabiliser mon argent. Et donc on part de très très loin pour essayer de remonter tout le fil qui a mené l'Angleterre à être une des principales plateformes mondiale de la finance et de notamment toute cette finance instrumentalisée qui a mené à la crise qu'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, la conclusion revient dans la pièce à George Soros en disant « Les gens qui finalement paient les pots cassés ne sont jamais ceux qui ont perçu les bénéfices ». Vous êtes plutôt d'accord avec ce genre de phrase, Frédéric Lordon, dans la bouche de George Soros. Oui, même dans la bouche de George Soros, qui est un personnage bizarre à tous égards, hein. En effet, grand profiteur de la finance, organisant son propre blanchiment symbolique, comme souvent en univers anglo-saxon, à coups de charité ostentatoire, et néanmoins continuant son petit business sur les marchés jour après jour, hein. Donc, de George Soros, il faut en prendre et en laisser, même si parfois il dit une ou deux vérités bien senties, comme celle-ci que vous avez rappelée. Car en effet, c'est ça le scandale auquel je faisais référence au début de notre discussion. C'est que, et c'était aussi l'une des intentions de cette pièce, à savoir... Parce que cette pièce, elle n'a peut-être pas de profondeur, pardon de vous interrompre, mais elle a un propos malgré tout. Oui, assurément, elle en a un. Et l'un de ses propos était, quitte à briser la convention d'un extrême classicisme de l'unité de temps, d'en espérer le bénéfice consistant à remettre
synoptiquement, sous le regard du lecteur ou du spectateur, la totalité de la séquence dans son déploiement diachronique. Et c'était ça la chose importante, car en effet, vous voyez bien qu'actuellement, le débat public économique est obsédé par la crise des dettes souveraines, la crise des dettes des États, qui est une espèce de phénomène sans cause, ou alors, si jamais on se prend à lui chercher une explication, qu'on renverra traditionnellement à l'incurie de l'État, l'impéritie de la gestion publique, etc., etc. Or, au départ de tout ça, il y a la crise de la finance privée, et c'est ça qu'il faut rappeler sans cesse. Et en effet, la finance privée s'est gobergée à milliards pendant la bulle, et nous laisse non seulement la facture, mais les factures, une fois la crise venue. Et là, je pense, il y a un élément de scandale dont les jours pairs, je me dis, c'est absolument extraordinaire que le corps social ne s'enflamme pas plus rapidement. Et les jours impairs, je me dis quand même, il y a une colère qui doit cheminer souterrainement et qui, au bout d'un moment, va faire résurgence, et peut-être un peu violemment, qui sait. Alors aujourd'hui, on est le vendredi 13, c'est donc un jour impair. Ça, c'est le propos de votre pièce, Frédéric Lordon. Bruno Fraissinet, vous auriez pu vous contenter de reproduire le propos de cette pièce de Power of Yes. Vous avez voulu l'englober dans un projet plus large et plus européen. Oui, parce que la pièce avait un mécanisme absolument formidable, mais posait le problème d'essentiellement mettre en perspective l'histoire de l'Angleterre, et de la Grande-Bretagne plus généralement, et de son basculement vers la finance en abandonnant notamment l'industrie. Et même si c'est des choses qui se sont passées de façon similaire parfois en Europe, mais toujours avec des factures différentes, j'ai eu envie de me servir de cette initiative de David Hare, de ce moteur qu'il avait créé en proposant une pièce construite à partir de témoignages et d'interviews, et une pièce donc qui transformait des personnes interviewées en personnages de théâtre, après interprété par des acteurs sur scène. Et j'ai voulu reprendre ce moteur-là pour provoquer d'autres écritures, d'autres initiatives du même ordre dans plusieurs pays. Alors ça s'est passé dans un premier temps à un niveau étudiant, avec le soutien de Sciences Po à Paris, avec un certain nombre d'élèves qui ont mis en place ce projet, avec des rencontres d'élèves de la London School of Economics, qui est une école qui est en plus particulièrement réputée pour fournir les pires financiers de la planète, mais qui a aussi une section, mais qui a aussi une section criminelle. Et alors c'est ça qui est formidable, c'est que c'est les élèves de la section criminelle justement qui enquêtent sur les crimes de la finance qui sont venus participer au projet. Alors là, il y avait une sorte d'ironie absolument fabuleuse. Et en plus, la pièce, la London School of Economics, dans la pièce de David Hare, de Power of Yes, elle est tout le temps citée comme une des principales sources de problèmes avec le Financial Times et donc puis la banque. Alors bon, après ça dépend des fois, mais c'est donc Lehman Brothers ou bien Morgan Stanley, enfin, toutes ces banques qui ont été dans la tourmente. Mais donc pour revenir à ce projet, le but est d'essayer de susciter donc des enquêtes un peu comme celle que David Hare a réalisée et de croiser ces différentes enquêtes dans plusieurs pays. Là, on a fait une première étape, en fait, c'était en février avec des élèves donc de la London School, de la Freie Universität de Berlin et des élèves de Galatasaray à Istanbul, l'université Galatasaray, qui sont venus passer une semaine à Paris, qui ont confronté toute une série d'interviews qu'ils avaient réalisées dans chacun de leurs pays et qui, à l'issue de cette semaine, ont proposé une forme théâtrale qui croisait les différents points de vue de ces 4 pays. Et donc là, ce que j'essaie de mettre en place maintenant, c'est ce projet-là, mais élargi à d'autres pays, et notamment au Mexique, parce qu'il y a une opportunité de travailler avec ce pays en ce moment grâce à des soutiens européens. Il faut leur faire rencontrer Frédéric Lordon. Mais oui, bien sûr, mais en fait, C'était prévu. C'était prévu. Ça fait partie, parce que voilà, les livres de Frédéric faisaient partie de nos livres de chevet à tous, et donc, notamment parce qu'il a une gouaille et une forme d'indignation par rapport à l'état du monde qui dépasse largement un discours scientifique qui parfois peut être un peu rébarbatif quand on le met sur une scène de théâtre. Et donc ça a fait partie de nos perspectives, mais aujourd'hui je pense que c'est le début d'une grande histoire qui commence. Et donc en tout cas voilà, c'est le projet maintenant, c'est d'élargir donc notamment au Mexique, à la Grèce, parce que la Grèce est un sujet absolument extraordinaire, et donc un universitaire grec qui s'appelle Yannis Andréadis nous a déjà dit qu'il voulait participer au projet. Il a un théâtre à Athènes, voilà, on travaille aussi avec des Suédois, j'espère l'Islande aussi, parce que l'Islande est un théâtre formidable. Pardon, je suis un petit peu... Non, ça va. Absolument pas. Et donc voilà, le but c'est d'aller aussi au Mexique, parce que le Mexique est un pays qui est en crise depuis à peu près 25-30 ans, et ils ont l'impression de tout le temps rebondir de crise en crise. Alors des fois c'est des crises qui leur sont propres, des fois c'est des crises qui viennent de l'extérieur, et eux ils sont dans ce sentiment de jamais arriver à s'en sortir. Et donc on essaie de croiser ces différents points de vue pour créer une seconde forme théâtrale qui viendrait répondre à la forme de David Hare, et donc de montrer dans une même soirée le point de vue anglais,
aide qui a été vraiment au départ de la crise financière, et puis avec 3 ans de recul, parce que le temps de monter le projet, ça sera pour l'an prochain, avoir une perspective sur la conséquence de cette crise, et notamment la crise des États aujourd'hui, dont vous parliez tout à l'heure, qui paraît parfois être déconnectée, alors qu'elle est quand même, a priori, le fruit de cette première étape, cette préliminaire. Et moi, je suis très surpris, alors c'est une chose dont vous parlez dans vos écrits, mais voilà, on a été très solidaires avec les banques pour leur permettre de sauver le système. Et je m'attendrais aujourd'hui à ce que les banques volent au secours des États avec enthousiasme en disant voilà, c'est un juste retour des choses. Et très curieusement, j'ai l'impression que c'est pas comme ça que ça se passe. Très curieusement, Frédéric. Étonnamment, j'en suis surpris aussi. C'est pire que ça. C'est non seulement la finance n'a pas la reconnaissance du ventre, mais ce qui est en train de se passer sous des dehors qui laissent la réalité de la chose inaperçue, et qu'on est en train de sauver les banques à nouveau. C'est le deuxième sauvetage bancaire, mais celui-ci est furtif. C'est-à-dire, lorsqu'on raconte que nous sauvons les États, en fait, c'est pas les États que nous sauvons. D'ailleurs, un État ne s'est jamais porté très mal de faire défaut sur sa dette. Bien au contraire. Ça l'aide à faire respirer ses finances publiques. Oui, ouais. Il va beaucoup mieux comme ça. Non, sauver les États. C'est pas l'état de la Grèce aujourd'hui, quand même. En tous les cas, elle est en plein dans la crise, elle a du mal à être sauvée de ces gouffres financiers successifs. Ça, je pense bien. Mais en effet, avec la dette dont elle est scellée, elle risque pas de repartir la pauvrette. Non, c'est de faire défaut sur sa dette qui lui donnerait un bon coup de fouet. À ceci près que les bilans des banques sont farcis des titres de dette souveraine, et que si jamais un État fait défaut, ce sont les banques qui, de nouveau, vont se péter la gueule. Moralité, il ne faut pas dire l'Allemagne sauve la Grèce ou l'Irlande, il faut dire le contribuable irlandais se saigne pour sauver les banques allemandes. C'est pas tout à fait pareil. Frédéric Lordeau, votre pièce s'intitule D'un retournement l'autre. On comprend le titre, à vrai dire, à la fin de la pièce, par le dernier vers. D'un retournement l'autre, l'histoire a ses relèves. Fuyez quand il est temps, le goudron se soulève. Est-ce que le premier retournement, c'est la crise financière, le deuxième retournement, ce serait les pavés ? Exactement. Mais là, si vous voulez, je dois plaider mon péché mignon. Je prends mon désir pour la réalité. Bon, voilà, c'est ainsi. Donc, ça fait de moi un politologue catastrophique, si vous voulez. Donc, je guette le soulèvement tous les 4 matins et je le vois pas venir. Bon, et il ne se produit pas. Alors, quand j'y réfléchis, je vois qu'il y a quand même pas mal de raisons pour lesquelles il ne se produisent pas. Mais très honnêtement, c'est ça le truc, c'est que nous sommes si vous voulez, dans une espèce de complexe hégémonique doctrinal qui est si enquisté au plus haut niveau de la société, que l'on ne voit plus les forces de rappel, on ne voit pas ce qui pourrait l'amener à la moindre révision. Les médiateurs ne médiatisent plus, les représentants ne représentent plus, et la coupure entre gouvernants et gouvernés n'a jamais été si abyssale. Et moi, je ne vois plus que 2 solutions. La première, c'est une dynamique financière qui tourne mal et qui s'en prend aux intérêts vitaux des États. Et alors là, il réagirait, il ferait quelque chose comme à l'automne 2008. Ou alors, les voitures qui brûlent, quoi. Enfin, c'est épouvantable à dire, mais et sinon, la grande anesthésie définitive.